Ibéré, est-il possible de voir depuis la Terre, avec un télescope, le drapeau des États-Unis qui a été planté sur la Lune? Mais cette question est très bonne, et la réponse est encore meilleure. Je suis sûr que vous allez être surpris. Alors restez jusqu'à la fin, car comme d'habitude, je vais garder celle-ci pour la fin, d'accord? Salut Ibéré, est-ce que cette histoire de licorne est vraie? Eh bien, c'est vrai. Mais attends, la licorne a vraiment existé? Mais il ne volait pas, il n'avait pas de crinière colorée, il n'avait pas de super pouvoir, et ce n'était pas non plus un cheval. Il ressemblait plutôt à un rhinocéros, et c'est un animal qui a disparu il y a environ 38 000 ans. Son nom était licorne sibérienne ou rhinocéros à grande corne. Le nom scientifique est Elasmotherium sibiricum, parce qu'il vivait là-bas, en Sibérie. En regardant les représentations artistiques de cet animal, c'était pratiquement un gros rhinocéros avec une seule corne. Parce que si vous regardez les rhinocéros d'aujourd'hui, ils ont 2 cornes, ce ne sont pas des licornes, ce sont des bicornes, vaches, élans, comment on appelle ça? En fait, ils n'ont jamais trouvé un squelette complet de cette bête, mais ils ont trouvé quelques os et ont fait des analyses ADN. Grâce à ces os, on peut savoir que la bête mesurait environ 2 mètres de haut et 6 mètres de long, pesant à peu près 4 tonnes. Elle était bien plus grande que les rhinocéros qu'on a aujourd'hui, une bête gigantesque. Et ce que je trouve le plus incroyable dans tout ça, c'est que l'être humain a vécu avec cet animal il y a 38 000 ans. Il y avait déjà des humains à cette époque. Peut-être que quelqu'un a déjà mangé de la viande de licorne. D'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante que je veux faire qui parle de la mégafaune qui existait à cette époque et qui a disparu avec l'ère glaciaire. Parce qu'il y avait de nombreux grands animaux, comme le mammouth par exemple, qui ont disparu et il n'y a pas si longtemps que ça. Des animaux qui ont vécu avec les hommes, mais qui se sont éteints avant l'invention de la photographie ou de tout autre type d'enregistrement. Sympa cette vidéo, hein? Mais si tu veux en savoir plus sur la vraie licorne qui existe encore aujourd'hui, ce que je trouve vraiment génial, c'est le narval. C'est une sorte de baleine qui vit près du pôle Nord, dans la région du Groenland. Et il a une grande corne qui ressemble beaucoup à cette corne de licorne que les gens dessinent. Il s'agit en fait d'une dent modifiée en spirale, ressemblant à une corne. Cette petite bête mignonne est rarement photographiée car elle vit dans un lieu difficile d'accès et reste peu visible. Fais une petite recherche sur le narval, d'accord? La prochaine question vient de Marina, mais Daniel, qui travaille ici, voulait aussi que je la pose et que j'y réponde. Pourquoi le vin sec est-il liquide? Cela n'a rien à voir avec l'état physique du vin, ce n'est pas du vin en poudre, le vin sec. On l'appelle vin sec parce qu'il provoque une sensation de sécheresse dans la bouche. C'est un vin qui contient très peu de sucre. Généralement, cette sensation de sécheresse vient d'une substance présente dans le vin qu'on appelle le tanin. C'est la même substance qui rend le kaki astringent, comme quand vous mangez un kaki vert que vous croyez sucré. Cette mauvaise sensation en bouche, comme si elle était asséchée, c'est le tanin, comme dans le vin. Voilà pourquoi l'opposé du vin sec n'est pas le vin mouillé, mais le vin doux, riche en sucre. Et il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas beaucoup de vin, qui préfèrent le vin doux au vin sec, parce qu'il ressemble plus à un jus. Et il y a aussi beaucoup de gens qui aiment beaucoup le vin et qui détestent le vin doux, parce que généralement, ces vins doux, ils ont un ajout de sucre de canne. Donc le sucre qu'il y a en plus, ce n'est pas qu'il vient du raisin ou autre, c'est du sucre qui a été ajouté artificiellement. Et donc d'une certaine façon, ces personnes qui aiment plus le vin considèrent que cela gâche le vin, n'est-ce pas? Au final, ce n'est même plus du vin. Moi je ne vais pas entrer dans cette polémique, mais je préfère le vin sans sucre ajouté. À votre avis, avec tout ce que vous connaissez et suivez sur les technologies actuelles, pensez-vous qu'il soit vraiment possible pour l'homme d'habiter Mars? C'est possible, oui, mais ce n'est vraiment pas facile, hein. Quel est le principal problème? Si vous envoyez des humains sur Mars, il est très difficile de revenir, ou de faire de la maintenance, ou d'envoyer une fusée sur Mars, car Mars et la Terre tournent l'une autour de l'autre. Parfois, Mars est très éloigné, rendant l'envoi d'une fusée impossible à ces moments-là. Mars s'approche de la Terre environ tous les 2 ans, permettant d'envoyer une fusée à ce moment-là. Après un lancement, il faut attendre plus de 2 ans pour le suivant. Les gens doivent donc survivre là-bas plus de 2 ans sans livraison d'eau ou de nourriture, contrairement à la Station spatiale internationale, n'est-ce pas? Les astronautes vivant aujourd'hui dans l'espace sont très proches de la Terre, à seulement 400 km. Et là, il est facile d'envoyer une fusée là-haut, elle arrive tout de suite, le même jour, et elle apporte tout pour eux, ramène tout, et ainsi de suite. Sur Mars, c'est très différent. Alors imagine, il va falloir recycler sa propre eau. Il faudra cultiver sur place ou emporter beaucoup de nourriture. En cas de problème médical, il faudra le régler immédiatement sur place. Je vous ai déjà dit que la communication entre Mars et ici est très lente. Même à la vitesse de la lumière, il faut parfois 40 minutes pour qu'un message arrive. En cas d'urgence médicale, c'est très compliqué. Et une autre chose très compliquée, c'est de créer un type de fusée qui puisse quitter Mars ensuite et revenir sur Terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le problème? C'est que les personnes qui iront probablement avec l'idée de ne pas revenir.
Ceux qui partiront lors de ce premier voyage, lors des premières missions, ne sauront probablement pas s'ils reviendront un jour sur Terre. C'est lourd, non? Mais quelque chose m'intrigue. Voici un conseil pour les milliardaires, d'accord? Faites l'expérience suivante. Créez un dôme sous l'eau, dans l'océan. Installez des personnes là-bas, sans contact extérieur dans ce dôme. Il faudra vraiment y vivre, comme dans un sous-marin. Et là, vous devrez planter, renouveler votre propre air et vivre de façon durable dans ce petit espace, sans aucune aide extérieure. Combien de temps pensez-vous que cela durerait? Ce n'est pas facile. Et Béret, s'il existe une ration équilibrée avec toutes les vitamines et minéraux pour les animaux, pourquoi n'en existe-t-il pas pour les humains? Ce serait facile à doser chaque jour, surtout pour les diabétiques. J'ai entendu parler d'une ration maritime, mais je n'en ai jamais vu en vente. Mon Dieu. En réalité, il existe plusieurs projets de ration humaine, mais aucun ne décolle vraiment. Il n'existe pas de ration humaine à acheter au supermarché. Ce n'est pas facile à trouver, tu sais pourquoi? Parce qu'on n'aime pas ce genre de choses. Manger fait partie des plaisirs de la vie. Il est agréable de manger, tout le monde aime ça. Les grands événements de la vie sont souvent liés à la nourriture, comme présenter ton petit ami ou ta petite amie à tes parents. Où aura lieu la présentation? Comment vas-tu t'y prendre? Ce sera pendant un dîner. Tu veux demander quelqu'un en mariage, comment fais-tu? Pendant un dîner. Tes grands-parents te manquent car ils vivent loin, que fais-tu? Un déjeuner. Tu n'as pas vu ton groupe d'amis d'école depuis longtemps et tu as envie de serrer tout le monde dans tes bras, que fais-tu? Un barbecue. Tu vas te marier, tu fais cette belle cérémonie et tout ça. Qu'est-ce qui se passe après? Tout le monde mange. Tu as réussi à économiser un peu d'argent pour voyager, c'est super, tu pars à l'étranger. Quelle est la première chose que tu fais en arrivant là-bas? Tu goûtes un nouveau plat. Ça veut dire que manger, ce n'est pas juste pour remplir son ventre, ce n'est pas juste pour survivre, on mange parce qu'on aime ça. C'est très bon de manger des choses différentes, des saveurs différentes, tester différentes textures. Dans Manual do Mundo, on a montré en vidéo que même le bruit de la nourriture quand tu croques change tout. Tu veux vraiment juste une ration? Cuisiner est déjà un acte spécial. Cuisiner, c'est souvent une marque d'affection envers quelqu'un d'autre. C'est une attention que tu portes à une autre personne. Quelqu'un qui cuisine bien est très apprécié. Celui qui fait un bon barbecue, celui qui prépare des pâtes correctes, celui qui réussit un bon plat est apprécié par le groupe. Tu veux vraiment perdre ça? Tu vas peut-être me dire « Hey Béret, mais il y a des situations d'urgence, non ?» Par exemple, je ne sais pas, un soldat, sur un champ de bataille, il a peut-être besoin de manger quelque chose très rapidement, d'une façon qui réponde vite à tous ses besoins. Mec, il est déjà dans une situation horrible. Tu veux encore lui donner de la mauvaise nourriture? La seule bonne chose que cette personne va avoir dans la journée, ce sera un repas à peu près décent qu'il pourra manger là. Alors créons un type de nourriture qui soit savoureuse, ce n'est pas une ration humaine, n'est-ce pas? En résumé, on peut faire une ration humaine, ce n'est pas difficile, mais les gens ne veulent pas manger de la ration, n'est-ce pas? L'une des meilleures questions que j'ai ici aujourd'hui. Salut, je m'appelle Bernardo et j'ai 8 ans. Ma mère me dit de prendre une douche tous les jours, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi dois-je prendre une douche tous les jours, même les jours où je ne sors pas de la maison? Bernardo, mais c'est un problème qui touche pratiquement tous les enfants de 8 ans. Donc cette réponse n'est pas seulement pour Bernardo, d'accord? Elle est aussi pour tous les parents d'enfants de 8 ans, comme le père de Maria-Alice, d'Enzo, de Valentina, d'Enrico, de Gaël, de Luna, de Luca, de Barbara. Bernardo, réfléchissons alors aux saletés qui s'accumulent sur ta peau pendant la journée où tu es resté à la maison, d'accord? Tu n'es pas sorti de chez toi et tu as regardé la télévision toute la journée. Ce n'est pas quelque chose qui devrait arriver, mais de temps en temps, ça arrive, n'est-ce pas? La première chose à enlever sous la douche, c'est le caca. Ce jour-là, tu es allé aux toilettes, tu as fait le numéro 2 et t'es essuyé avec du papier. Est-ce que le papier toilette suffit vraiment à bien nettoyer? Pour réfléchir si ça nettoie ou pas, imaginons alors que tu marches pieds nus dans la rue. Là, tu marches sur une crotte de chien, bien molle, qui vient juste d'être faite. Comment veux-tu nettoyer ça? Tu passes juste du papier toilette par-dessus et ça ira? Non, tu vas vouloir laver ça avec de l'eau et du savon, non? C'est pareil, tu n'as utilisé que du papier après être allé aux toilettes. Il faut s'en occuper après, non? Ibéré, quand je vais aux toilettes, je lave mes fesses. Stop, je ne veux pas savoir où tu laves quoi que ce soit. Je parle avec Bernardo. Autre chose que ton corps évacue, la sueur, qui n'est pas que de l'eau. La sueur, c'est de l'eau avec du sel. Et le sel, c'est quelque chose qui absorbe l'eau. Donc l'humidité de l'air va s'accumuler là où il y a déjà du sel sur ta peau. Il est difficile de sécher une zone déjà transpirée. Ton corps produit aussi du sébum. Si tu touches ton front, puis une vitre, tu verras du gras. Cela arrive énormément sur le cuir chevelu au niveau des cheveux. Tes cheveux aussi sont donc tout gras, sans parler de la poussière de la maison. As-tu remarqué qu'une fine couche de poussière se forme sur les meubles et qu'il faut l'essuyer régulièrement? Sur toi aussi, la pollution et la poussière vont s'accumuler, et elles vont coller à ce sébum et à cette sueur qui sont déjà là. Et en plus, notre corps libère aussi des cellules mortes. Les cellules sont comme les petites briques qui forment tout notre corps, n'est-ce pas? Notre peau se renouvelle et elle libère de tout petits morceaux de peau morte.
Donc, si tu ne te laves pas, ta peau sera couverte de petits morceaux morts, appréciés des champignons et bactéries. Si tu ne te laves pas, tu auras les pieds qui sentent mauvais et auras des mycoses, car ces microbes prospèrent dans l'humidité en mangeant ces restes. Même en restant toute la journée à la maison sans exercice, tu seras quand même sale. Prendre une douche reste utile. D'accord ? Et si tu es père, partage cette vidéo avec d'autres pères, elle sera sûrement utile. Il existe un vrai danger concernant les débris spatiaux en orbite autour de la Terre. Pour commencer, vous allez comprendre ce que sont ces fameux débris spatiaux. Est-ce que c'est le caca que l'astronaute fait là-haut ? Non. Le problème, c'est qu'on a déjà lancé plein de fusées, plein de satellites aussi, ces objets qui tournent autour de la Terre, n'est-ce pas ? Et beaucoup de ces fusées ont laissé des morceaux là-haut. Beaucoup de ces satellites se sont cassés, ils sont là, hors service, déjà morts. Et ils errent dans l'espace autour de la Terre, d'accord ? Ils ne partent pas, ils restent en orbite, comme la Station Spatiale Internationale. On observe ces objets depuis la Terre. De nombreux chercheurs étudient leur position. Mais il y a beaucoup de petits morceaux, donc des boulons, des vis, des petits bouts de je ne sais quoi, et ça, c'est pratiquement invisible. D'accord, mais quel est le danger de tout ça ? Que ça tombe sur Terre, ce n'est pas un problème. Quand ces choses entrent dans l'atmosphère terrestre, elles arrivent à une telle vitesse que tout prend feu et se désintègre. Personne n'est jamais mort à cause d'un débris spatial qui lui serait tombé sur la tête, ni à cause d'une météorite non plus, qui est une autre chose qui tombe tout le temps. Le problème, c'est que ces objets se déplacent à une vitesse extrêmement élevée, du genre 20 ou 30 000 km/h. Juste pour vous donner une idée, une balle de calibre 38, elle voyage à environ 1000 km/h. C'est 30 fois plus rapide que ce petit boulon de débris spatial qui tourne là-haut. Imaginez si ça touche un satellite, ou pire, si ça touche une station spatiale où il y a des gens à l'intérieur. Donc le pire qui puisse arriver, c'est de mettre en danger ces astronautes qui sont là-haut, ils peuvent même mourir dans un accident comme ça. Et une autre chose qui peut arriver, c'est qu'un satellite en percute un autre, et que des morceaux volent dans tous les sens. Ces morceaux frappent d'autres satellites, bref, c'est une vraie décharge là-haut. Et alors, tu ne peux plus envoyer d'autres satellites, ni de fusées. Là, on est fichu, car notre système GPS, les télécommunications, l'Internet par satellite et tout ce qui dépend des satellites seront affectés. Sans parler de toutes nos recherches, des voyages intérieurs, des voyages internationaux, non ? Interplanétaire, ce serait juste pour Mars. Mais pour la Lune, comment on appelle ce type de voyage ? Les voyages spatiaux seraient impactés. Et Ibéré, tu penses qu'un jour, il y aura des voitures, des bus, etc., alimentés par la lumière solaire. Avant tout, il faut faire attention à cette histoire d'être alimenté par la lumière solaire. Tu imagines quelque chose comme tu sors au soleil et la voiture va avancer juste avec la lumière qui lui arrive à ce moment-là, sans batterie ? Je pense que c'est très très difficile, parce que la lumière qui arrive sur le toit, la surface de la voiture, est faible. Elle n'est pas suffisante pour faire avancer la voiture, à moins que ce soit une voiture extrêmement légère, rien à voir avec les voitures actuelles. Une voiture comme celle d'aujourd'hui avancerait seulement grâce à la lumière solaire qui la touche. C'est presque impossible. Mais vous pouvez en effet avoir des voitures, des bus, etc. qui ont des panneaux solaires sur le dessus, qui reçoivent la lumière du soleil lorsqu'ils sont stationnés. Et donc, au moment où vous démarrez la voiture, vous pouvez rouler un peu avec cette voiture, grâce à l'énergie qui a été accumulée là. Cela fonctionnerait, mais, même ainsi, la surface est petite. Vous ne pourriez pas accumuler autant d'énergie. Si c'est une voiture que vous utilisez très peu, par exemple, je ne sais pas, votre travail est à 5 km de chez vous et vous l'utilisez seulement pour aller et revenir du travail, probablement vous pourrez faire l'aller-retour au travail sans mettre de carburant dans la voiture, sans jamais la brancher à une prise. Ce qui serait déjà super cool, non ? Mais je pense toujours que la solution n'est pas de mettre le panneau solaire sur la voiture. La solution, c'est de mettre le panneau solaire sur les maisons, sur les garages. Parce que là, vous pouvez avoir des panneaux qui bougent, qui suivent le mouvement du soleil. Et alors, vous allez générer beaucoup plus d'énergie qu'un panneau qui reste fixé sur le toit de la voiture et qui est très cher à installer, n'est-ce pas ? D'ajouter un panneau sur la carrosserie de la voiture et tout ça. Il y a quelques voitures électriques qui ont fait ça, ce serait moins cher et plus efficace de l'installer sur le toit du garage, puis de le relier à la voiture, ou de stocker l'énergie dans une batterie chez soi avant de la connecter à la voiture. Au fait, de quoi sont faits les anneaux de Saturne ? C'est vraiment génial. Les anneaux de Saturne sont faits de glace et de roche. Et ils sont très très fins, extrêmement fins. Ils font environ 10 mètres de hauteur. Et le plus fou, c'est qu'il y a plusieurs anneaux. Il y en a principalement 7 là-bas. Et ils tournent à des vitesses différentes autour de Saturne. Donc c'est un peu comme s'il y avait des autoroutes géantes autour de Saturne qui tournent à des vitesses différentes. C'est vraiment fou. On ne sait pas exactement comment ils se sont formés, mais les hypothèses sont qu'une lune est entrée en collision avec une autre, et a fini par rester en orbite autour de Saturne. Ou alors, une comète, un astéroïde, qui a formé cette poussière qu'on voit de loin. C'est très beau. Celui qui a vu ces anneaux pour la première fois, c'était Galilée, en 1610. C'est amusant car il ne voyait pas bien, ça ressemblait à une planète avec des oreilles.
Il a même utilisé ce mot pour décrire sa vision. Autre fait intéressant, Saturne n'est pas la seule à avoir des anneaux. Jupiter, Uranus et Neptune en ont aussi. Mais ils sont moins visibles et moins élégants que les anneaux de Saturne. Felipe, derrière la caméra, vient de poser une excellente question. Il a demandé si les débris spatiaux pourraient former un anneau autour de la Terre. Ça pourrait arriver, mais le problème c'est que les débris ne tournent pas tous dans le même plan comme un disque. Beaucoup de choses tournent différemment, comme la Station spatiale internationale, qui orbite autour de la Terre de diverses façons, pas seulement autour de l'équateur. Ibéré, quand une personne en surpoids maigrit, perd-elle des atomes dans l'environnement ? Très bonne question, hein. Commençons par la logique. Si je pesais 85 kg et que maintenant j'en fais 80, j'ai perdu 5 kg, quelque part, non ? Tout ce que j'ai ici, ce sont des atomes, partis d'une certaine manière. Mais comment ? Beaucoup pensent que la réponse est évidente. Par où perd-on de la masse ? Oui, c'est lors de la conversation récente avec Bernardo. Non, ce n'est pas ça. Quand on maigrit, on perd surtout des atomes, principalement en respirant par la bouche et le nez. Qu'est-ce qui se passe ? La graisse de ton corps est surtout faite de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ton corps utilise la graisse pour produire de l'énergie, à condition de la faire réagir avec de l'oxygène. C'est oxygène que tu respires. Donc tu respires pour pouvoir faire réagir cet oxygène avec d'autres choses à l'intérieur de toi et produire de l'énergie. Qu'est-ce qui est produit à partir de ça, n'est-ce pas ? Quel est le produit de cette réaction chimique ? On va avoir du dioxyde de carbone, qui est ce que tu élimines en respirant, de l'eau, qu'on élimine aussi en respirant. Quand tu respires, tu rejettes beaucoup d'eau. Mais tu vas aussi l'éliminer par l'urine, les selles, la sueur, etc. Tu auras aussi de l'énergie, essentielle pour survivre. Donc au final, quand on maigrit, on libère du dioxyde de carbone, de l'eau, et on utilise l'énergie qui était dans cette graisse, et ce dioxyde de carbone va sortir presque entièrement par la respiration, une grande partie de l'eau aussi. Si tu ne le savais pas, je pense que c'est le moment de ne pas oublier de mettre un pouce bleu, hein ? Si tu es arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, tu te demandes probablement ce qu'est ce décor derrière moi, qui est nouveau, qui n'est jamais apparu dans aucune vidéo. Ici, c'était une pièce qu'on a complètement transformée pour faire notre podcast, qui va s'appeler Na Trilha do Gigante et qu'on va lancer très bientôt. L'idée de ce podcast, c'est d'interviewer des personnes qui sont vraiment très douées dans ce qu'elles font, pour qu'elles expliquent comment elles en sont arrivées là, quelles ont été les difficultés qu'elles ont rencontrées au début, et ainsi, on peut aussi apprendre d'elles. Parce qu'après tout, chez Manual do Mundo, l'idée c'est d'apprendre et d'apprendre toujours. Au moment où j'enregistre cette vidéo pour vous, on a déjà réalisé 9 interviews. Les personnes que nous avons interviewées, Ana Paula Padrao, Amir Klink, Drauzio Varela, Daniel Rezende, réalisateur de La Turma da Monica, Rita Lobo. Nous avons interviewé des personnes formidables. Je revois le montage des vidéos, c'est vraiment excellent. Chaque interview va durer un peu plus d'1 heure, on ne veut pas faire un podcast fatigant, nous avons étudié la vie de ces personnes afin de poser des questions pertinentes et éviter une conversation décousue. Je suis très content. Je publierai bientôt une vidéo expliquant un peu plus en détail pourquoi nous avons décidé de faire ce podcast. Je pense que vous allez aimer, j'ai adoré le faire, c'était très différent pour moi, je suis vraiment content. Ibéré, j'ai toujours eu ce doute. Quelle est la différence entre le yaourt et la boisson lactée ? J'ai eu ce doute aussi. Au supermarché, certains pots ressemblent à ceux du yaourt, mais portent la mention « boisson lactée », alors que ce n'est pas écrit sur le yaourt. Quelle différence ? Le yaourt est du lait fermenté par des bactéries, donc la consistance du lait change un peu, il va devenir plus épais, on peut ajouter un fruit pour donner du goût, et ça, c'est du yaourt. La boisson lactée, c'est du lait auquel on a ajouté du lactosérum. Le lactosérum, c'est le liquide qui reste principalement quand on fabrique du fromage. C'est un résidu de la fabrication du fromage, riche en nutriments et réutilisable. La boisson lactée n'est pas forcément inférieure au yaourt. Elle contient moins de nutriments, mais on peut l'enrichir avec des protéines, des vitamines, etc. Le problème, c'est de consommer un produit en croyant que c'en est un autre, non ? Une boisson lactée n'est pas du lait et contient moins de nutriments. Il faut jeter un œil sur la boîte, bien lire, pour voir si ça vaut vraiment le coup d'en boire. D'accord ? Manuel du Mindsoul. Correcteur orthographique, n'est-ce pas ? Les éclairs transforment-ils vraiment le sable en verre ? J'ai vu cette scène dans une série sur TikTok. Et oui, on voit de tout dans ces vidéos courtes, je te jure. Mais c'est possible. Au moment où la foudre tombe, si tu as le bon type de sable en dessous, avec la bonne température, la bonne humidité, ça ne se produit pas à chaque fois, d'accord ? Mais ça peut arriver. La foudre peut chauffer tellement le sable qu'il va fondre et former du verre.
Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la forme que ce sable va prendre ne sera pas celle d'une flaque de verre, c'est comme si c'était une branche d'arbre en dessous. Parce que la foudre se propage, elle fait tout fondre et ça donne un truc vraiment fou. Ça forme un type de roche qui a même un nom, c'est la fulgurite. Mais si tu imagines une sorte de branche en verre complètement transparente, toute jolie, comme si elle sortait d'une usine, ce n'est pas ce qui se passe. Imagine du verre qui vient d'être fondu et qui est entouré de sable. Le sable autour va coller au verre comme une escalope panée. Et en plus, ces objets sont extrêmement fragiles, parce qu'en général, ils sont creux. Et en plus, ce n'est pas un objet qui sort du sable, il reste enterré là. Donc, ces objets, ils ne sont découverts que lorsque le vent emporte le sable, ou si quelqu'un creuse, et il est très probable qu'il se casse pendant ce processus. Donc, si tu cherches des fulgurites sur Google, tu vas trouver plein de branches cassées panées, c'est très joli, c'est très intéressant, mais ce n'est pas exactement ce qu'on imagine. Mais passons maintenant à la question finale, la question décisive. La meilleure question d'ailleurs, chaque fois que Michel Temer répond, je lance un sondage pour savoir quelle est la question que les gens veulent le plus voir traitée. Et celle-ci a gagné. Finalement, si l'on dirige un télescope vers la Lune, peut-on voir le drapeau planté par les astronautes ? D'abord, voyons comment cet épisode du drapeau s'est déroulé. À chaque voyage sur la Lune, ils utilisaient un petit vaisseau comme celui-ci. Elle n'est pas aérodynamique parce que sur la Lune, il n'y a pas d'air. Donc, il n'est pas nécessaire qu'elle puisse fendre l'air. Il n'y a aucun problème, elle est toute bizarre. Ils atterrissent sur la Lune et ensuite ils font plein de choses là-bas. La principale chose, c'est de collecter des échantillons de la Lune pour pouvoir les ramener sur Terre, faire toute une série d'études, etc. Et symboliquement, à chaque fois qu'ils y sont allés, ils ont planté un drapeau. Ils ont fixé un drapeau dans le sol. Une chose importante à savoir à propos de ce drapeau, c'est qu'il n'est pas flottant, d'accord ? Ce n'est pas un tissu flottant. Il y a une tige qui tire le drapeau à la verticale et une autre à l'horizontale, pour que le tissu reste tendu et que ça rentre bien sur la faute. Sinon, ce serait un drapeau tout flétri, comme on a ici sur Terre. Il n'est tendu que quand il y a du vent. Et sur la Lune, il n'y a pas de vent, justement. Donc ce drapeau n'aurait jamais été beau. Il fallait une barre en haut pour que ça rentre vraiment bien. Quand il quitte la Lune, ce vaisseau se divise en deux. La partie inférieure sert de base de lancement, et seule la partie supérieure décolle. Donc, ça part, et il laisse ça sur la Lune. Donc, il n'y a pas que le drapeau, mais aussi la moitié du vaisseau. Buzz Aldrin, l'un des premiers astronautes à avoir marché sur la Lune après Neil Armstrong, a raconté une histoire intéressante. Buzz Aldrin était avec lui et il a aussi marché là-bas. Il a raconté qu'au moment où ils sont remontés, les jets de cette fusée ici ont fini par toucher le drapeau. Donc, probablement, le premier drapeau qui a été planté n'était plus là, il a été détruit. Mais il y a eu 6 missions qui sont allées sur la Lune, donc les 5 autres sont encore là. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont vraiment là ? Écoute, même si tu pointes un télescope vers la Lune, le meilleur télescope qu'on ait ici, tu ne verras rien. Ni le drapeau, ni le reste du vaisseau. Mais attends, on a déjà retrouvé ces objets, oui, et c'était avec un télescope. Mais pas un télescope d'ici sur Terre. Il y a une mission de la NASA qui a envoyé un robot qui reste en orbite autour de la Lune. C'est le Lunar Reconnaissance Orbiter. Attends, je vais vérifier comment on dit ça en anglais car je ne suis pas sûr. Lunar, ça veut dire quoi ? Orbiteur de reconnaissance lunaire. Même en portugais, on ne comprend pas grand-chose, n'est-ce pas ? C'est un objet qui tourne autour de la Lune. Il possède une série d'instruments pour reconnaître, pour étudier la Lune. Parmi eux, un microscope, un télescope, une super caméra qui prend des photos de la Lune et qui a repéré les restes de ces missions lunaires abandonnées là-bas. Sur ces photos, on peut clairement voir le reste du vaisseau qui est resté. On peut voir l'empreinte des astronautes et on peut voir où se trouve le drapeau. Bien sûr, le drapeau que l'on voit n'est qu'une petite ombre qui est là, n'est-ce pas ? C'est comme si c'était une pierre. Mais si tu observes exactement où le drapeau a été planté par rapport au vaisseau lors de cette mission, tu peux voir que oui. Cette chose qui fait de l'ombre juste à côté du vaisseau, c'est exactement le drapeau qui a été placé là. Et c'est ainsi qu'on peut prouver, qu'on peut savoir que l'homme est vraiment allé sur la Lune et a fait tout ce qu'ils ont dit avoir fait. Parce que les traces, les empreintes, tout est là, jusqu'à aujourd'hui. On est d'accord ? C'est génial, non ? Notre podcast arrive bientôt, les extraits seront sur notre chaîne dédiée. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît. On voudrait gagner la plaque des 100 000 abonnés, elle est super cool. Beaucoup demandent aussi quand sortira notre grand livre de chimie de Manual do Mundo. On finit la relecture et on organisera les lancements. Et je vous ai déjà promis qu'au lancement à São Paulo, j'apporterai le Submarino Cortado pour que vous puissiez y entrer. C'est une promesse que je dois tenir.
La seule chose que je ne peux pas vous garantir à 100%, c'est la date de ce lancement, parce qu'on révise le livre avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de soin pour que ce soit un excellent livre pour vous. Il sortira probablement fin novembre ou début décembre. Je vous embrasse de tout cœur.